Générale, 14 avenue Parmentier, c'est parce que c'est un lieu emblématique pour nous et parce que c'est un endroit sur lequel il y a eu beaucoup de combats pour qu'il soit ouvert et investi par des artistes, des créateurs, et qu'il y a très peu de lieux qui réussissent à se maintenir dans ce type de conditions, et que malheureusement, ces lieux-là sont toujours en danger, parce qu'on considère que le travail qui est fait à l'intérieur n'est pas suffisamment visible, pas suffisamment rentable. Et en ce moment, sur ce lieu-là, que j'ai participé quand j'étais présidente de la commission culture à faire qu'il ait un financement sur le fonctionnement de son lieu, eh bien, la mairie de Paris a décidé, dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelle Réinventer Paris, sans en parler à l'équipe qui travaille actuellement sur ce lieu, de le remettre à disposition pour en faire un espace de... Alors, on ne sait pas encore trop bien de quoi, en tous les cas de consommation culturelle, sûrement. Je voulais donner un petit peu la parole pour commencer ce débat à une membre du collectif pour la défense de la Générale, si tu veux venir nous dire un petit mot et nous expliquer pourquoi toi tu t'es investi dans ce collectif. Je suis une habitante du quartier, donc effectivement quand il y a eu le Réinventer Paris, effectivement il était question, donc on a tout de suite compris que ce lieu allait être vendu et démoli, donc on a commencé à se mobiliser, et effectivement à l'issue du premier jury, il y a 4 projets qui sont ressortis, dont 2 qui achètent carrément le bâtiment, mais avec un prix à 1 000 € le mètre carré plus ou moins, donc carrément ils bradent totalement les prix de Paris. Et les 2 autres avec des baux antibiotiques et qui permet à ce bâtiment qui est quand même un bâtiment industriel avec de notre patrimoine et qui permettent de le démolir totalement, puisqu'il n'est pas classé et que ce n'est pas du tout une volonté de la mairie de Paris de conserver ce bâtiment dans l'état. Et donc ils ont dit à ceux qui postulaient pour le bâtiment qu'ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Donc les 4 projets effectivement ne tiennent pas du tout compte des espaces intérieurs, ils gardent juste la façade. Il y en a 3 qui me surélèvent carrément, donc qui détruisent. Il y a 2 pavillons de verre sur le toit magnifique, et donc ils vont détruire tout ça. Et surtout aussi, il y a un jardin au-dessus avec un verger, avec un potager qui est très très beau. Et ils vont donc, tout ça est voué à la destruction. Et puis le projet de la Générale aussi. Alors il était évidemment, le quartier depuis 10 ans demandait un cinéma de quartier, mais pour pouvoir investir ce lieu et surtout d'avoir un lieu ouvert, citoyen, qui puisse avoir multifonction et que les habitants puissent vraiment être dedans. Et du coup, tous ces projets et ces propositions, évidemment, tombent à l'eau dans la mesure où la mairie de Paris n'a pas du tout tenu compte des habitants, n'a pas fait du tout de concertation. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec un bâtiment qui va être vendu au pire, en tout cas pour le marchand, et donc qui ne va plus du tout rester un lieu ouvert au public et pour réinventer plein de choses. Donc évidemment, le projet de la Générale est voué aussi à disparaître. Parmi les intervenants prévus ici, alors je vais faire dans cet ordre-là, pour m'embêter trop, Khaled Gaïji, qui est présidente de Résistance à l'action publicitaire, une association avec laquelle les écologistes ont souvent des combats communs. En tous les cas, on essaye d'écouter ce que vous dites, et puis les écolos se préoccupent quand même beaucoup de la question du rôle de la publicité dans le financement des médias et de la culture, qui est quand même un peu problématique, puisqu'on voit que ça peut avoir des conséquences, notamment en termes de censure. Par exemple, un élément très récent, au moment de la sortie du gros scandale Volkswagen, les régies publicitaires de la presse ont reçu des très fortes pressions du groupe Volkswagen pour que le traitement de cette actualité-là
soit, comment dire, plus modéré autour du scandale. S'il ne l'était pas, il menaçait en creux de ne plus mettre les 300 000 ou 400 000 euros de budget de publicité dans les news magazines, comme on dit, ou la presse quotidienne, qui malheureusement est souvent contrainte de vivre avec ça et se retrouve très coincée, quand même, toutes ces choses-là. Isabelle Parion, qui est productrice, membre du SPI, donc le syndicat des producteurs indépendants, mais surtout, et c'est plutôt dans ce cadre-là que je l'ai invitée, membre de l'Observatoire de la liberté de création de la Ligue des droits de l'homme. Et l'Observatoire de la liberté de création est un espace extrêmement intéressant où, elle va nous en parler, qui permet de lutter contre toutes les attaques dont peuvent être victimes les artistes, et quels sont les outils et les moyens d'action qu'on a pour lutter contre la censure dans l'art et dans la création. Et enfin, Yasmine Modestine, auteure, chanteuse et comédienne, ça va, ça, qui a écrit dernièrement un livre dont je crois que j'ai encore un exemplaire, j'ai l'exemplaire ici, qui s'appelle « Quel dommage que tu ne sois pas plus noir », que j'ai presque fini de lire, vous voyez, je ne mens pas, je n'ai pas tout lu encore, parce que je voulais aussi qu'on puisse évoquer ici et débattre ensemble de la question de la représentation des Noirs, des Métis, de la diversité dans l'art et la culture, aussi dans les médias, dans l'audiovisuel, mais dans l'art et la culture particulièrement. Et qu'on puisse essayer ensemble de réfléchir aux moyens que nous aurions de faire que les spectacles qu'on va voir, les films qu'on va voir, ressemblent plus à la réalité de la diversité de la population française. Je vais commencer par te donner la parole, Khaled. Ouais, merci beaucoup déjà de nous avoir invités. Je représente une association dans de nous, parce que je porte la parole d'un collectif. Et en fait, en soi, donc, Résistance à l'agression publicitaire, c'est une association de loi 1901 qui existe depuis 1992 et en gros, en fait, qui a comme objet de lutter contre les effets néfastes de la publicité, enfin des activités publicitaires sur les citoyens et l'environnement. En gros, voilà en fait ce que ça veut dire. Et concrètement, en fait, qu'est-ce qui se passe dans notre société? C'est que, en fait, on est dans une société où globalement, en fait, la publicité n'est pas présente que dans les médias ou dans la culture, elle est présente dans toute notre vie, depuis qu'on est tout petit jusqu'à la mort, je dirais. En soi, en fait, la publicité est présente partout. On reçoit en fait entre 500 et 3000 messages publicitaires par jour. Donc, déjà, globalement, en fait, c'est un quasi-matraquage que l'on a du matin au soir où on reçoit des messages publicitaires. La publicité, c'est le deuxième plus gros budget de dépenses au monde. Le premier, c'est l'armement, le deuxième, c'est la publicité. Donc, on est quand même face à un lobby ultra puissant qui est présent partout. Et on peut le voir même actuellement, la COP21, il y a du sponsoring sur la COP21 où les plus gros pollueurs sont les mêmes qui financent ceux qui doivent trouver des solutions. Donc en fait, on est face à des incohérences vraiment assez phénoménales à ce niveau-là. La question des médias, déjà, c'est qu'il faut voir qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une industrie médiatique. Il n'y a pas les médias en fait en soi, mais même toute une industrie qui s'est développée avec le temps et qui en fait coûte très cher et qui a besoin en fait d'énormément d'argent dedans et pour se développer, etc. Et donc, il y a en fait, dans les médias, du coup, surtout avec l'arrivée de TF1, en fait, en tout cas en France, il y a eu le développement en fait, donc, de la publicité dedans, avec les médias privés notamment, qui dans leur modèle économique vont surtout choisir en fait, de se faire financer par des mécanismes publicitaires. Et du coup, par rapport à tout ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que ils vont devenir un peu comme ce qu'a dit le PDG de TF1, c'est-à-dire quelque chose, il a dit, en gros, je synthétise, mais il a dit que en gros, le rôle de chaîne comme TF1, c'est de prédisposer le cerveau des téléspectateurs, de le divertir, pour qu'ils consomment des marques comme celle d'un soda très connu, dont je ne citerai pas le nom ici. Parce qu'on a comme règle de ne pas citer le nom des marques chez nous. Oui. On essaie de ne pas les citer, mais elle est mondialement connue, cette marque-là.
Donc, en gros, en fait, donc prédisposé en fait du cerveau, du ton cerveau humain disponible, là on est quand même face à un problème très grave. Et du coup, en fait, il y a une première censure ou une première autocensure qui est déjà en fait réalisée dans les médias, c'est une sorte de censure idéologique. C'est-à-dire, en fait, c'est ce que j'appelle, ce qu'on appelle nous le diktat de l'audimat. Donc en fait, un média qui va dépendre d'énormément de publicité, bah, il va tout faire, en gros, pour augmenter son audimat. Parce que plus il va augmenter son audimat, plus il va avoir d'argent qui rentre. Et donc le plus il va chercher à divertir ses téléspectateurs, non pas leur faire de l'information, mais quelque chose plutôt d'assez simple à comprendre en soi. Et en fait, on voit que dans toute notre société, l'influence de la simplification de l'information est présente dans toute la société, ce qui pose d'énormes problèmes sur le travail journalistique notamment. C'est que par exemple, les journalistes ne vont plus vérifier leurs sources, ne vont plus, ils vont être dans la course, maintenant que l'Internet, la Nation Darman appelle ça la course au clic. C'est-à-dire, en fait, on va rentrer dans une course au clic, il faut que les gens y cliquent le plus possible pour aller sur ce média-là. Donc, si on a l'exclusivité de l'actualité, ça va aller très vite. Et en fait, donc ça pose un énorme problème, c'est que avec cette censure, cette autocensure idéologique, en fait, on va passer à côté de plein de choses. C'est que les médias, du coup, dès qu'il y a une information qui certes peut être très importante pour la société, mais qui n'est pas spectaculaire, qui n'est pas divertissante, ils ne vont pas s'y intéresser. Et ça pose en fait d'énormes problèmes en soi, c'est que s'il y a des infos aussi trop subversives qui vont générer certains intérêts, ils ne vont pas en fait automatiquement les montrer, et à partir de là on est face à une autocensure qui est réalisée non seulement dans les mécanismes de travail journalistique en soi, là je parle vraiment pour les médias de l'information en soi, mais aussi en fait sur la question de à quel moment en fait la ligne éditoriale d'un journal ou d'un média est hautement influencée, et à quel moment en fait elle va s'autocensurer, c'est-à-dire pas parler de certains sujets par des mécanismes très idéologiques. Donc je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Sinon, il y a des gens comme Noam Chomsky qui ont fait des très bons travaux là-dessus, ou Pierre Bourdieu qui a écrit des très bons écrits, des grandes analyses sociologiques à ce sujet. Après, maintenant, on va passer plus à la censure plutôt directe, là qu'on voit. Et en fait, le problème qu'on a avec les médias actuellement, c'est que de plus en plus, vu que les médias sont de plus en plus dépendants de la publicité, et ils vont encore plus avoir une pression de la part des annonceurs qui va se faire sur les régies publicitaires des chaînes télévisées, par exemple. C'est les plus grosses, mais pas que ça. Par exemple, La Tribune, qui est un journal qui était assez connu, qui n'est pas vraiment un journal très subversif, on va dire en soi, en fait, ils ont écrit des articles qui ont critiqué le nucléaire. Et Areva a dit « Ah bon, si c'est comme ça, moi je vais vous enlever ma campagne publicitaire. » La Tribune n'existe plus en format papier. Donc là, on est face à quand même un problème très très grave, où un journal, un grand quotidien, parce que c'est quand même un grand quotidien la Tribune, en format papier n'existe plus parce qu'un annonceur, donc Areva ici, a décidé de ne plus le financer, et boum, du coup ça a aidé un peu à détruire le journal. Il y a quelques années déjà, il y a eu un événement qui m'a frappé. La ville de Paris, dans le cadre de son musée d'art moderne, le musée d'art moderne de la ville de Paris, qui est un très beau musée, ils ont un espace d'exposition temporaire. Et ils avaient fait un partenariat avec une grande entreprise française qui avait un fonds de mécénat pour la photographie. Et il avait il y a eu une exposition d'un grand photographe, dont j'ai oublié le nom, il m'excuserait, qui avait fait tout un travail sur le conflit israélo-palestinien, un travail plutôt équilibré, un travail photographique, artistique, avec un vrai discours. Il se trouve que malheureusement, évidemment, sur ce sujet-là, quelques hystéries se sont manifestées, notamment de groupuscules qui devraient être interdits, comme la Ligue de défense juive, qui a sur place détruit plusieurs œuvres, plusieurs photographies. Et à la suite de cela, le mécène a décidé de fermer l'exposition purement et simplement. Et la ville de Paris, alors qu'on était dans les murs du musée d'art moderne de la ville de Paris, par le contrat qu'elle avait conclu avec ce mécène, s'est retrouvée, malgré son désir, en tous les cas, le
fait qu'elle ait dit publiquement qu'elle ne souhaitait pas que l'exposition soit fermée, eh bien, n'a pas pu empêcher cela. Et donc là, on arrive quand même aussi à poser cette question de, d'abord, qu'est-ce qui est acceptable ou pas, qu'est-ce qu'on peut montrer ou pas, qu'est-ce qu'on peut diffuser ou pas. Et on voit bien que quand c'est la puissance privée, en tous les cas de grandes entreprises, qui ne veut pas fâcher le monde sur des sujets un peu trop compliqués, notamment comme le conflit israélo-palestinien, eh bien, voilà, on se retrouve avec une vraie censure. Merci d'abord. Donc l'Observatoire de la liberté de création, c'est un groupe de travail de la Ligue des droits de l'homme qui a été créé en 2003, mais qui a la particularité d'être ouvert à des non-ligueurs et de regrouper des individus comme moi. Je ne siège pas en tant que représentante du SPI productrice, mais en tant qu'individu, et des organisations qui sont intéressées de près ou de loin à la défense de la liberté de création, comme il y a la SRF, la Société des réalisateurs de films, la SIC et l'Association du cinéma indépendant pour sa diffusion, il y a des associations de plasticiens. Il y a les Arts de la rue qui sont rentrés récemment. Oui, récemment, il y a voilà, absolument, très récemment, il y a aussi des cinéastes du documentaire, il y a la Société des gens de lettres. Donc il y a un petit peu tout le panel, ça s'est fait progressivement, mais maintenant il y a beaucoup de monde. Et on s'était donné une double mission. La première, c'était une mission de réflexion sur les spécificités de la liberté de création par rapport à la liberté d'expression, dont elle procède, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose. Donc on considérait que l'artiste avait besoin de protection spécifique, pas d'un régime de faveur, mais parce qu'il faisait face à des censures particulières. C'était une époque en particulier où il y avait beaucoup de censure contre des plasticiens, la plupart, beaucoup venant d'élus locaux d'ailleurs, il faut le dire, de tous bords. Et l'artiste est souvent quelqu'un qui est isolé, donc qui se trouve seul face à ses censeurs, sans trop savoir ce qui lui arrive ni ce qu'il peut faire. Donc la deuxième mission, c'était les artistes confrontés à des tentatives ou des cas de censure. Alors sur la première mission, on a quand même bien réussi, puisque maintenant la notion de liberté de création, elle est entrée dans le vocabulaire et dans les mœurs. Les tribunaux la reprennent dans leur jurisprudence et elle va être consacrée dans la loi qui est en projet. Ce sera l'article 1er, la création est libre. Donc c'est déjà quelque chose. Tu veux dire un mot sur ce point que je connais un petit peu l'affaire. Avocat. Justement, je suis au conseil de l'artiste, de Raphaël Abdallah. En réalité, la censure elle a été un peu plus pernicieuse que ça. C'est-à-dire qu'on lui a suggéré d'enlever les œuvres, avec le risque encouru que si elle la maintenait, elle était seule responsable de ce qui pouvait advenir. C'est intéressant ce débat censure, liberté, parce que c'est aussi une bonne chose pour la mauvaise foi. C'est-à-dire que si on dit à un réalisateur ou à un producteur, c'est quand même un peu très blanc votre distribution, il va évoquer, comme les Américains de Premier Amendement, il va évoquer sa liberté de création. Voilà. Alors, est-ce que la liberté de création, ça veut dire la liberté de discriminer? Parce que, voilà, ça va ensemble. À un moment donné, il faut des actes. Et je ne pense pas que ça modifie, non, c'est même pas que je ne pense pas que ça ne modifie pas une histoire, une distribution, en réalité. Je vais laisser un peu la parole à ceux qui sont dans le public. Je suis très fier, notamment d'être élu d'Europe Écologie Les Verts quand je vois la qualité du débat, et en plus dans le 11e, donc c'est une double fierté. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Mais c'est plutôt une réaction avec une casquette autre, qui est, puisque je suis journaliste à Alternative Économique, qui est un média indépendant qui ne dépend pas de la publicité. Je suis très très heureux, monsieur, de ce que vous avez dit, parce que il y a un phénomène qui est en train de se passer avec la presse, c'est que pour Alternative Économique, quel est le garant de l'indépendance du titre? Eh bien, c'est le marché. C'est les gens qui nous achètent. Et aujourd'hui, les gens ne payent plus pour de l'information. Parce qu'on est en train
on est passé très clairement, et le phénomène s'accélère, ce qu'on appelle, je ne vais pas rentrer trop dans le technique, mais d'un marché papier à un marché numérique. Or, on n'achète plus de l'information sur du numérique. L'information sur le numérique, elle est considérée comme gratuite, sauf quelques médias très particuliers qui ont des positionnements très spécifiques comme Mediapart, dont je rappelle quand même, je vais quand même le dire, hein, sur la question du redressement fiscal, qu'on le sait depuis extrêmement longtemps, puisque une partie de la trésorerie qu'ils ont réussi à construire fait qu'ils ont payé la TVA à 2,1, c'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes dit qu'ils paieraient la TVA à 2,1 sur le numérique, alors que le numérique est à 20%. D'ailleurs, c'est un vrai problème, mais il se trouve qu'Alter-Eco a payé sa TVA à 20%, donc je suis toujours un petit peu gêné sur les questions sur le marché numérique. Bref. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en gros, sur le numérique, il y a un double phénomène qui est en train de se passer, qui est le fait qu'il n'y a plus de marché, c'est-à-dire que les gens n'achètent plus de l'information, et qu'en plus, il y a une captation de la valeur par des intermédiaires, et ces intermédiaires, c'est Google, Facebook, Twitter, et quand je vois sur Twitter des gens, d'ailleurs parfois militants écologistes, photographiés, à juste titre d'ailleurs, avec fierté, leur tribune dans leur intégralité et les poster sur Twitter, et même s'il s'agit de tribunes qui sont publiées dans des groupes qui appartiennent à des acteurs privés d'importance, comme par exemple le Parisien, eh bien moi je suis toujours un petit peu gêné. Donc il y a effectivement une réflexion à avoir sur la question de la propriété intellectuelle, et puis sur la question du financement des médias dans leur intégralité. Et ce financement des médias, il se fait, on parlait en aparté tout à l'heure, avec une diversité, je crois en tout cas qu'on va s'orienter vers une diversité. Et la première chose, c'est, j'espère en tout cas qu'on retrouvera un marché, moi je le dis, hein, j'espère qu'on retrouvera un marché sur le numérique, que l'information va reprendre de la valeur, parce que les conséquences sont extrêmement dramatiques, hein, et tout le phénomène de concentration qui est aujourd'hui lié, c'est un phénomène, vous en parliez tout à l'heure, c'est un phénomène de concentration qui avait été déjà exprimé par Vivendi au début des années 2000, où les contenants et les contenus se rapprochent pour faire des énormes conglomérats qui produisent de la valeur, à la fois où le contenant finalement n'a pas vraiment beaucoup d'importance, mais où on va fournir de la pub et fournir l'utilisation des contenants n'a pas d'importance, on va fournir des contenus. C'est l'inverse. Mais enfin, bon bref, vous avez compris, c'est grosso modo, il y a une énorme concentration qui est en train de se passer. Donc en termes de financement, j'espère qu'on va retrouver un marché. Il y a une part publicitaire, mais qui, là je vous rejoins, je pense qu'il doit rester minoritaire, pour toutes les raisons que vous avez évoquées très très bien tout à l'heure. Et puis il y a la question d'un tiers financeur. Et cette question de tiers financeur, moi je ne souhaite pas, on parlait beaucoup de la place du public, de l'État par exemple. Moi je pense que l'État doit reprendre la main et en particulier refinancer les médias, mais se pose la question de la gouvernance de ces fonds. Aujourd'hui, qu'est-ce que fait l'État? L'État, il dit à Google, tu dois payer pour les médias que tu n'as pas rémunérés, parce que quand tu fais Google Actu, eh bien, tu fournis de l'information à des gens et tu ne payes pas les éditeurs. Aujourd'hui, Google s'est engagé dans un fonds d'investissement sur le numérique à fournir aux éditeurs 65 millions d'euros. Sauf que c'est Google qui a la main sur ce fonds. C'est Google qui choisit. Pourquoi? Parce qu'il ne finance que les projets innovants. Les projets innovants, ça veut juste rien dire. Ça veut juste dire qu'il finance des projets qu'il a envie de financer. Alternative économique s'est fait financer un projet à 460 000 euros, Le Figaro 8 millions d'euros, et là le deuxième projet que nous avons proposé, 8 millions d'euros. Nous avons déposé un autre projet au fonds d'investissement, enfin le fonds Google pour aller vite, à hauteur de 300 000 euros, et nous nous sommes fait retoquer cette semaine. Bref, donc c'est juste pour vous dire que c'est quand même à la tête du client, Et je finis, pardon, excuse-moi Corinne. Mais, donc, moi je suis d'accord avec le fait que le public doit prendre la main là-dessus, mais que la question de la gouvernance, la question du choix d'attribution du financement, elle est extrêmement importante. Et que là-dessus, c'est là-dessus aussi qu'il y a un énorme enjeu. Je fais partie de la LDH et j'ai eu une expérience assez longue professionnelle en tant que producteur de séries télé et ensuite de films. Ce qui m'apparaît à travers cette discussion, c'est que cette discrimination, et j'ai été beaucoup touché par votre prise de parole, existe effectivement depuis très longtemps. Ce qui est insupportable aujourd'hui, c'est que la société n'est pas celle des années 50 ou des années 60. On parlait de métissage. Cette société, effectivement, comme vous disiez,
que lorsque vous étiez en signature de livre, vous aviez plusieurs témoignages disant que, on le constate tous autour de nous, et c'est cette situation qui rend insupportable cette image qu'on renvoie d'une société qui n'existe plus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce que je constate, c'est qu'on est confronté, si ça perdure, c'est qu'on est confronté, malgré tout, à une véritable régression. C'est-à-dire que ce qu'on décrit en matière au niveau culturel, ce monde blanc existe au niveau économique, existe au niveau politique, et que cette régression que l'on perçoit tous, y compris en termes de démocratie, ça se traduit par des propos, y compris par le gouvernement actuel, qui sont inadmissibles à propos justement des immigrés, des migrants, ou voire des réfugiés. Ça se traduit par, dès qu'il s'agit je dirais, de faire des économies, c'est immédiatement les budgets de la culture qui sont réduits. Ça se traduit par, de l'autre côté, un renforcement considérable du côté, effectivement, de ceux qui détiennent le pouvoir. On parle de la pub, mais aujourd'hui, il y a 4 industriels financiers, Bolloré, Arnaud, Bouygues, et l'actionnaire principal, à chaque fois je bloque sur son nom, de l'IB, BFM et SFR Numéritable. Non, c'est enfin bon, tout le monde voit de qui je parle. Ce sont ces 4-là. Et ils sont... Non, eux c'est effectivement le monde. Braille, merci, c'est Braille. Peut-être qu'un jour je finirai par le retenir, mais je bloque là. Donc ces 4-là, c'est bien au-delà de la pub. C'est des marchés d'État, c'est la propriété de médias, c'est des opérateurs, y compris qui détiennent des agences publicitaires, c'est-à-dire qu'ils font toute la chaîne. C'est devenu le vase clos complet. Donc on n'en est plus à savoir effectivement s'il faut moins de pubs, différemment, etc. Aujourd'hui, ils détiennent et ils se sont mis en place, et toutes les lois qui étaient censées empêcher cette concentration n'ont pas tenu, puisque on voit bien que c'est aujourd'hui une réalité, et certains l'interprètent comme étant des grandes manœuvres par rapport à l'élection de 2017. Donc cette réalité-là, elle existe, et c'est vrai que quand j'entends les propositions que vous faites, c'est intéressant, mais on a quand même... Enfin, moi, j'ai quand même des inquiétudes parce que, au niveau des politiques, quand je parlais voilà, un peu de cette régression que l'on ressent, et là, je ne parle pas de vous, on sait bien qu'au bout du bout, y compris quand on a, au niveau des institutions locales, régionales, nationales, un certain nombre d'élus qui sont censés nous représenter, dont on a déjà des problèmes en termes de représentation, mais au-delà, après, dans la pratique de cette représentation qu'ils sont censés avoir, on se rend compte que là interviennent plutôt les connivences, les réseaux, les amitiés, etc. Donc, quand on connaît bien ce milieu, moi, pendant 25 ans, j'ai produit, je suis d'origine algérienne, j'ai produit tout un tas, la société, on l'a revendue à la Gardère, on a produit tout un tas de séries et de téléfilms. À chaque fois que je voulais, vis-à-vis des diffuseurs que je connaissais bien, produire quelque chose concernant l'Algérie, c'était un veto. Un veto. Je ne parle même pas de la guerre d'Algérie, etc. Je parlais juste on va essayer de parler un peu d'une réalité. C'est un veto. Donc ça veut dire que, concrètement, je dirais, la voie individuelle, elle est bouchée, très clairement. La voie collective, d'un point de vue associatif, etc., c'est un premier pas. Si derrière, il n'y a pas une voie politique avec une réelle représentativité de ces politiques par rapport au mandat qui leur est confié, ça se fera en dehors d'eux. Parce que la société évolue, elle est celle que vous avez décrite, celle dans laquelle on se reconnaît, et elle évolue. Ce qui est très intéressant ce soir, c'est de voir justement qu'on a 3 sujets qui semblent très très différents. La publicité, la liberté de création et la représentativité.
Mais ce qui est intéressant, à l'aune de ce que nous vivons nous aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a un grand Paris, on a des transports, mais est-ce que les transports sont juste faits pour se rendre à un lieu de travail, rentrer dormir et aller acheter dans un centre de consommation comme à Rosny 2 ? Est-ce que ces endroits ne sont pas les endroits aussi où on doit rêver, recréer l'imaginaire sur ces espaces de publicité? Et quid effectivement de la place, comment on peut parler d'éducation artistique au niveau de nos jeunes s'ils se retrouvent dans aucun des endroits où on est là pour créer l'imaginaire? La conclusion est assez... Je la partage profondément.